Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, je remplace un peu au pied levé Claude Boiron, qui, elle, est oncologue, moi étant médecin MPR, mais il se trouve que, avec nos différentes discussions, nous partageons en fait les mêmes objectifs. Il est certain que le lymphœdème du membre supérieur, la pathologie du cancer du sein, est relativement complexe, avec un retentissement fonctionnel et psychologique significatif que vous connaissez tous, et le point intéressant est celui de mettre en avant plusieurs acteurs, différents moyens, et c'est une prise en charge au long cours, nous le verrons, et puis se posera la question du rôle des centres spécialisés. Alors, je ne commenterai pas l'ensemble des diapositives pour être dans les temps. La définition principale reconnue, entre autres par la Société française de lymphologie, c'est une différence périmétrique de 2 cm, en ayant toutefois en compte le côté dominant, puisqu'on sait que si le lymphœdème touche le côté dominant, eh bien la différence pourrait être supérieure. En ce qui concerne les calculs de volume, celle-ci est vraiment très compliquée et on reste sur les différences périmétriques. L'incidence du lymphœdème, les différentes études ne donnent pas toujours le même pourcentage, grosso modo un peu moins d'un tiers des patients. Je dis patients puisque évidemment les hommes se peut être également concernés après curage axillaire, et le fait de réaliser la technique ganglion sentinelle réduit significativement le taux de vénolymphœdème, mais sans bien évidemment le supprimer puisque les facteurs sont multiples. Et puis les délais sont extrêmement variables dans l'apparition, soit rapidement au décours ou vers la fin du traitement dans un protocole radio-chimio-chirurgical, voire plusieurs années après, en particulier en fonction des événements intercurrents, et ça fera partie bien évidemment de la prévention, particulièrement en ce qui concerne les différentes infections et dont les résipelles. Alors en ce qui concerne les contributeurs, donc j'utilise une partie du PowerPoint proposé par Claude Boiron, et puis je me suis permis de mettre une patte complémentaire par rapport à notre prise en charge. Vous avez parlé de l'AFSOS, bien évidemment, et puis de la Société française de réadaptation. Nous, étant à Angers, nous travaillons depuis quasiment l'ouverture de notre établissement il y a 29 ans et demi, avec le centre Paul Papin, le centre anticancéreux, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas si loin de topo uniquement réalisé par une oncologue. Alors, en ce qui concerne la clinique, certes, il est cité que lymphœdème va démarrer plutôt en proximal, mais parfois on rencontre des atteintes uniquement au niveau de la main. Ce qui me paraît plus intéressant, ce sont les symptômes. Parce que certes, l'impression de lourdeur est le symptôme le plus fréquent, mais je voulais insister sur la notion de douleur qui n'est pas très fréquente, mais doit faire absolument rechercher des complications, certes, thrombose veineuse profonde, haute pathologie, mais surtout une récidive. Et je crois que ça, il faut faire appel très rapidement à nos confrères oncologues lorsque douleur il y a, afin de rechercher une éventuelle récidive. Alors les facteurs de risque, je ne vais pas m'étendre, puisque certes le nombre de ganglions enlevés lors du curage va intervenir, la radiothérapie également, le type de chirurgie, et puis je retiens quand même l'influence du poids, donc je crois que nous sommes dans la lignée des topos précédents, puisqu'on sait que d'une manière générale, la surcharge pondérale va aggraver la survenue de vénolymphœdème, qu'il soit de membre supérieur ou de membre inférieur. Alors arrivons au fait par rapport au traitement décongestif intensif, qui est actuellement le seul traitement reconnu lorsque se complique un vénolymphœdème. Et ce traitement est à réaliser plutôt en centre spécialisé. C'est quand même l'avis globalement de la SFL, Société française de lymphologie, mais à poursuivre bien sûr en libéral. Et ça sera la question qui est exactement du même ordre que celle de poursuivre une activité
physique au long cours, à mon avis. Alors les objectifs de la rééducation, bien évidemment, c'est si possible réduire le volume du membre et le stabiliser, en tout cas éviter une aggravation par les méthodes préventives, notamment contre toute infection, en tout cas toute plaie ou traumatisme. Récupérer et entretenir la mobilité de la fonction du membre, on est au membre supérieur, car nous pouvons avoir une pathologie d'épaule qui peut préexister, voire aggraver après un véno-lymphœdème qui peut s'avérer extrêmement important. Et puis, je répète, prévenir la survenue des complications. Et enfin, vraiment l'objectif de notre prise en charge ensuite, c'est de rendre le patient autonome. Je crois que c'est les objectifs de beaucoup de prises en charge, en tout cas en MPR, et en améliorant la qualité de vie. Alors, les acteurs en centre de soins, dont les centres de réadaptation. Alors, j'ouvre une parenthèse dans les centres de réadaptation. On sait que actuellement en France, les grands centres reconnus prenant en charge la pathologie véno-lymphatique, surtout lymphatique, sont plutôt des centres tenus par des médecins vasculaires, et que nous ne sommes pas très nombreux médecins MPR à effectivement s'intéresser à cette pathologie. Ce qui est, à notre avis, fort dommage, parce que nous pouvons faire appel, effectivement, à un ensemble d'intervenants en fonction des situations. Le médecin MPR étant le chef d'orchestre, comme dans beaucoup d'autres situations. Alors, j'ai choisi d'utiliser une iconographie par rapport aux techniques proposées, la kinésithérapie, certes, le drainage véno-lymphatique manuel, la pressothérapie qui parfois peut être contre-indiquée en fonction de l'absence de voie de passage et du risque, par exemple, d'aggraver l'œdème en proximal, mais en utilisant, et ça c'est l'équipe de Montpellier qui a été à l'initiative d'utiliser en fait ce qu'on appelle les picots de défragmentation, puisque l'objectif principal aussi, c'est d'arriver à ce que cet œdème soit souple. Donc il faut éviter la fibrose au maximum et le défibroser si possible avec ces techniques. Parfois on peut être amené à utiliser des courants excitomoteurs visant à augmenter la contraction des muscles périvasculaires. C'est plutôt lorsque une composante veineuse est significative. Et puis la contention, avec là ici un exemple effectivement des outils que l'on peut utiliser, notamment lorsque on va réaliser des bandages multicouches réducteurs, avec, pour notre part, toujours l'utilisation de picots de défragmentation et l'apprentissage, on va le voir, de contention spécifique au niveau de la main, avec, vous le verrez, donc voici ici la contention multicouche terminée. Donc vous voyez que le bras augmente évidemment de volume. Et puis, on va réaliser les exercices sous contention, un certain nombre d'exercices gymniques, comme là, et on y associe d'ailleurs également les étirements. Alors, on avait évoqué tout à l'heure la balnéothérapie. Pendant longtemps, l'idée était que l'eau chaude risquait d'aggraver le véno-lymphœdème. Et il se trouve qu'à partir du moment où on a proposé la balnéothérapie en particulier parce que la patiente présentait une pathologie d'épaule, on s'est aperçu qu'on n'aggravait pas et même qu'on réduisait, puisque Archimède nous aide par rapport à la pathologie osso-articulaire et l'activité contre-résistance hydrostatique également. L'autre mérite de la balnéothérapie, c'est qu'un certain nombre de ces patientes n'allaient plus à la piscine, avaient arrêté l'aquagym par rapport au schéma corporel. Or, en milieu de rééducation, tout le monde est à la même enseigne et le gros bras disparaît en fait par rapport à la pathologie d'autres patients. Par ailleurs, certains patients avaient peur de l'eau, voire ne savaient pas nager, et on en profite, en tout cas dans l'établissement où cette piscine n'existe plus, mais on a une piscine où on peut effectivement nager, et nous avons un maître nageur qui va permettre de débuter l'apprentissage de la nage, toujours pour pouvoir prolonger l'auto-prise en charge. Et j'arrive à cette auto-prise en charge, où il y a l'apprentissage de l'auto-drainage, l'apprentissage de l'auto-bandage, qui va permettre d'être utilisé en fonction de l'évolutivité du lymphœdème, l'autosurveillance, sans bien sûr faire des mesures matin, midi et soir, il ne faut pas exagérer.
Et puis l'autre spécificité de la médecine physique et de l'adaptation, comme vous le savez, bien sûr, c'est d'avoir d'autres professionnels, dont l'ergothérapie. Donc systématiquement dans notre programme, il y a un entretien entre l'ergothérapeute et le patient concerné, afin de faire le point sur les activités de la vie courante, et puis de réaliser également un bilan le plus objectif possible, systématique, des deux membres supérieurs, tels que avec des outils que l'on utilise également en rééducation neurologique. Puis l'adaptation, effectivement, de certaines techniques en fonction des déficiences associées. Patiente qui avait une plexite radique, et on va aller évidemment jusqu'à ce qu'on utilise dans d'autres pathologies évidemment, l'évaluation de la conduite automobile si on a une pathologie, une plexite radique par exemple associée, ou une pathologie majeure de la coiffe des rotateurs. Alors à côté de ceci, eh bien c'est une statue de Vigeland Park, la psychomotricité. On va dire, mais que vient-elle faire dans cette prise en charge? Ce n'est pas systématique, mais en revanche, pour certains patients, on a besoin de travailler la relaxation, et là encore ensuite d'acquérir des techniques d'auto-relaxation, et puis la question du schéma corporel, ce d'autant plus qu'un certain nombre de patients présentent une surcharge pondérale. Et puis la contention, bien évidemment, est obligatoire à partir du moment où survient un vénolymphœdème, ce qui est quand même une idée qui est difficilement acceptable ou acceptée par ces patients. On pourra discuter tout à l'heure éventuellement de la contention. Et puis on va aller un peu plus loin sur la recherche de freins circulatoires par rapport aux sous-vêtements, dont les armatures de bonnet, etc. L'utilisation de ce type de vêtements de nuit avec les picodéfragmentations, puisque habituellement lorsqu'on dort on bouge, et donc ça permet de maintenir un drainage. Et puis l'autre question deux questions qui se posent, c'est quid avec une pathologie intercurrente. Pendant longtemps on a dit pas de piqûre, rien, pas de geste agressif sur un membre qui présente un vénolymphœdème. Si on a mis en évidence cliniquement un syndrome du canal carpien, une compression du nerf ulnaire ou coude, il est tout à fait justifié de faire pratiquer un EMG qui pourra aboutir ensuite, qui va permettre de compléter le diagnostic et aboutir ensuite à un traitement chirurgical. Exactement la même chose par rapport aux verrues. Cette patiente avait une activité commerciale, son dermatologue ne voulait surtout pas y toucher, et bien évidemment on a pu la traiter. Alors, ensuite, bien évidemment, le retentissement psychologique, mais là, je vais vous faire grâce de toute cette étude proposée dans le diaporama de Claude Boiron, on le sait bien évidemment. Alors, les complications, notre rôle de prévention, bien évidemment, c'est d'abord les complications infectieuses. C'est absolument primordial, parce que ces complications infectieuses vont aggraver en fait le lymphœdème. Et puis les complications tumorales, là c'est effectivement, nous devons être attentifs et réadresser le patient à l'oncologue en cas de toute suspicion. L'éducation thérapeutique qui est très à la mode et bien officielle, eh bien, de tout ce que je vous ai énoncé, évidemment, rentre dans cette éducation thérapeutique. Voilà. En ce qui concerne les séquelles psychologiques du lymphœdème, il y a des éléments qui sont bien répertoriés, et je vais me permettre d'accélérer pour rester bien sûr dans les temps, que la prise en charge, d'une part, des patients qui présentent un vénolymphœdème de membre supérieur donne des résultats qui sont encourageants, souvent incomplets lorsque l'on accueille ces patients avec une fibrose engagée. Cette prise en charge est difficile parce qu'elle va être au long cours, parce que le fait de porter une contention, un bandage multicouche réducteur ou une contention quasi à vie n'est pas très simple. Que l'autre intérêt, c'est l'interdisciplinarité, bien évidemment, et avec la relation avec nos confrères radiothérapeutes, chirurgiens et oncologues, et puis d'établir un certain nombre d'outils d'évaluation par rapport au traitement. On l'a vu par rapport à l'évaluation fonctionnelle du membre supérieur. Et puis enfin c'est le relais en libéral
qui pose actuellement quand même quelques soucis, en tout cas dans notre région, puisque peu de kinésithérapeutes sont formés à ce type de rééducation, d'une part. D'autre part, peu s'engagent réellement à assumer ce type de rééducation. Je vous remercie.